Bonjour, chapitre P20, transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques. Extrait du BO. Donc on commence par la notion d'énergie interne et définir ce qu'est un système. Donc c'est un ensemble macroscopique d'entités microscopiques séparées de son environnement ou de l'extérieur par une frontière, une surface, où peuvent s'effectuer des échanges de matière et ou d'énergie. Alors généralement, un système, on le représente par une patate et le milieu extérieur, ainsi que la frontière en orange ici. Donc un système peut être ouvert, donc possibilité d'échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. Exemple, c'est le feu de bois. Il peut être aussi fermé. Dans ce cas-là, on n'a pas d'échange de matière, mais des échanges d'énergie possibles. Exemple, ici j'ai une bouteille d'eau avec de la glace. Et après, je n'ai plus que de l'eau liquide. Donc ici, il y a eu des transferts d'énergie qui se sont effectués puisque on a eu une transformation physique de la glace en eau liquide. En revanche, on n'a pas eu de matière qui s'est échappée du système puisque le récipient est bouché hermétiquement. Et enfin, il peut être isolé. Et dans ce cas-là, pas d'échange possible du tout, ni matière ni énergie. Donc c'est le cas idéal qui n'existe pas. Mais bon, le calorimètre s'en rapproche. Pardon. Énergie interne maintenant. Alors, l'énergie interne que l'on note grand U, un système macroscopique, résulte des différentes contributions microscopiques. Donc, en fait, tout ce que l'on ne sait pas ranger, eh bien, on l'appelle énergie interne. Donc, c'est l'énergie cinétique microscopique, l'énergie potentielle microscopique. Alors, l'énergie cinétique microscopique est liée à l'agitation thermique, exprime en joules. Donc cette énergie microscopique augmente quand la température augmente, donc elle est liée à la température. L'énergie potentielle microscopique, alors potentielle au pluriel, donc ce sont les énergies associées aux interactions entre entités au niveau des molécules, des atomes, des électrons, des noyaux, etc. Donc ça regroupe énergie potentielle, gravitationnelle, chimique, électromagnétique, etc. en joules. Alors, la variation d'énergie interne ne dépend que des états final et initial du système. Donc, on note delta U égale à UF moins UI. Énergie interne finale moins l'énergie interne du système initial. Variation d'énergie interne et variation de température maintenant. Alors, c'est ce que l'on a vu un peu l'année dernière, sauf qu'on ne l'avait pas appelé énergie interne. Donc, capacité thermique, donc vu l'année dernière. Donc un corps dans un état condensé, donc liquide ou solide, dont la température passe de TI à TF, sans qu'il n'y ait ni changement d'état ni de transformation chimique, cède ou reçoit une énergie qui est proportionnelle à la variation de température, delta T égale TF moins TI, ou alors delta θ égale θF moins θI si la variation est en degrés Celsius. C'est simplement une notation. Alors la constante de proportionnalité, grand C, est la capacité thermique du corps. Donc on aura delta U est égal à Q est égal à grand C fois delta T. Les unités, delta U ou Q en joules, delta T en degrés Celsius ou en Kelvin, et C, la capacité thermique en joules par Kelvin ou en joules par degré Celsius. Donc cette capacité thermique correspond à l'énergie nécessaire pour augmenter la température du corps de 1 degré Celsius ou bien de 1 Kelvin. Capacité thermique massique, vue l'année dernière. Donc on la note petit c, donc ça sera grand C capacité thermique divisé par la masse. D'où la relation que vous connaissez, delta U est égal à grand Q égale à petit m fois petit c fois delta T. Donc en joules par Kelvin et par kilogramme, ou en joules par degré Celsius et par kilogramme, ou bien en grammes, ça dépend des unités de l'énoncé. Donc faire attention. Alors,
des exemples de valeurs de capacité thermique massique dans votre livre, Thérèse Bordas, page 392. Les transferts thermiques. Donc le transfert thermique est un mode de transfert désordonné d'énergie. Alors il en existe trois modes, pardon. La conduction, donc ici la conduction, la convection et le rayonnement, ici marqué radiation. Donc, conduction, convection et rayonnement. Alors la conduction, c'est un transfert thermique par contact sans transport de matière. À l'échelle microscopique, le transfert thermique par conduction s'interprète par des transferts d'énergie lors d'interactions entre les entités situées à l'interface système-environnement. Les entités du corps, chaud, en contact, communiquent à leurs voisins leur agitation thermique qui se transmet de proche en proche sans déplacement de matière. Donc, il faut bien noter que c'est sans déplacement de matière. Ensuite, la convection. C'est un mode de transfert spécifique aux liquides et gaz lorsque la température n'est pas homogène. La zone chaude, moins dense que la zone froide, phénomène de dilatation, s'élève et laisse la place à la zone froide qui devient elle-même une zone chaude, etc. Il apparaît des courants de convection. Donc à l'échelle microscopique, l'agitation thermique se déplace de proche en proche, il y a déplacement de matière. Donc bien noter la différence entre conduction et convection. Ensuite, le rayonnement thermique. L'absorption ou l'émission d'un rayonnement modifie l'agitation thermique, même dans le vide, et donc la température. Ce mode ne nécessite pas de milieu matériel pour se propager. Donc c'est un transfert par onde électromagnétique, OEM. Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique issu de l'agitation thermique des particules dont la longueur d'onde est fonction de la température. Alors, notion de flux et de résistance thermique. Sens du transfert thermique, notion d'irréversibilité. Donc on va reprendre l'exemple que l'on avait tout à l'heure. Donc l'échange d'énergie par transfert thermique entre deux corps ou sources à des températures différentes se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid. C'est un phénomène irréversible. Donc l'exemple de tout à l'heure avec la bouteille qui contient de l'eau et de la glace. Donc à partir de la bouteille de droite, je ne peux pas retrouver la bouteille de gauche. Donc c'est-à-dire glace et eau liquide mélangée. Flux thermique à travers une paroi plane. Alors la paroi plane dont les deux faces sont à des températures différentes est le siège d'un transfert thermique par conduction, donc sans déplacement de matière, de la paroi chaude vers la paroi froide, puisque c'est spontanément du chaud vers le froid. On appelle flux thermique ou puissance thermique phi l'énergie thermique Q ou delta E transférée à travers cette paroi par unité de temps. Donc on a phi égale à Q sur delta T, avec delta E ou Q en joules, delta T en secondes et phi en watts. Donc ce débit d'énergie à travers la paroi caractérise la rapidité à laquelle s'effectue le transfert. Petit e étant l'épaisseur de la paroi et S sa surface. Donc là, le transfert s'effectue de ce côté vers celui-là, puisqu'on a T1 supérieur à T2. Petit 3, résistance thermique. Alors la résistance thermique d'une paroi traduit sa capacité à s'opposer au transfert thermique. Donc RTH est égal à T1 moins T2 sur phi, donc par définition. Soit encore phi égale T1 moins T2 sur la résistance thermique. Donc phi toujours en watts, delta T en Kelvin ou degrés Celsius, et RTH en Kelvin par watt ou degrés Celsius par watt. Donc ça dépend des unités que vous avez utilisées ou qui sont données par l'énoncé. Alors la résistance thermique d'une paroi dépend de son épaisseur petit e, exprimée en mètres,
de la surface traversée S par le flux en mètres carrés, de la conductivité thermique lambda du matériau qui constitue cette paroi. Alors, la conductivité thermique lambda s'exprime en watts par mètre et par Kelvin, ou bien par degré Celsius, ça dépend. Donc la relation RTH, qui donne donc la relation entre la résistance thermique et la conductivité thermique lambda, c'est petit e sur lambda fois S. Donc plus la valeur de lambda est faible et plus RTH est grande, et plus le matériau est isolant. Propriété. Alors, donc là, c'est ce qu'on appelle le sandwich. Donc j'ai un matériau qui est constitué de 3 isolants de résistance RTH1, RTH2 et RTH3. Et donc la résistance thermique de ce sandwich sera la somme des résistances thermiques de chaque matériau constituant le sandwich. Donc on a RTH égale RTH1 plus RTH2 plus RTH3. Fin de cette première partie. Je vous remercie de votre écoute.